Bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour cette nouvelle interview sur Sport NTV. Aujourd'hui, nous recevons, grâce à notre partenaire J'Active Ouest France, Jean-Louis Debré, ancien ministre de l'Intérieur et président de l'Assemblée nationale, mais surtout ex-président du Conseil constitutionnel. Donc, il publie chez Robert Laffont ce livre, Ce que je ne pouvais pas dire, dans lequel il revient sur ses 9 années passées à la tête du Conseil constitutionnel. Bonjour Jean-Louis Debré. Bonjour. Bonjour. Durant ces 9 années passées à la tête du Conseil constitutionnel, vous avez été soumis à un devoir de réserve, d'où le titre, Ce que je ne pouvais pas dire. Sur quel événement politique national avez-vous eu le plus de mal à garder le silence? Surtout, je ne pouvais rien dire, ni du bien ni du mal. Et donc, c'est très frustrant quand vous avez été pendant 20 ans élu, où on vous demande de commenter. Puis un coup, il faut se taire. Alors j'avais besoin de mon mur des lamentations. Et mon mur des lamentations, c'était mon ordinateur. Et chaque soir, je criais mes indignations. Je faisais part de mes humeurs ou de mes mauvaises humeurs. Alors tout, la loi sur le mariage pour tous, les comptes de campagne de Sarkozy, où vous êtes injurié par tout le monde, mais vous ne pouvez pas répondre sur la taxe des 75%. Toutes les décisions, les grandes décisions, étaient commentées, et parfois le commentaire ne me convenait pas, et j'avais envie de dire, mais voilà la réalité, voilà pourquoi on a annulé ou on a confirmé. Mais vous n'avez pas à rentrer dans une discussion. Et c'est extrêmement frustrant, c'est une très bonne chose, car ça donne, on ne rentre pas dans des polémiques. Mais, si vous voulez, ça vous énerve. Un jour où je vois à la télévision que les représentants du Front National vont mettre une gerbe sur la tombe du général de Gaulle. Mais je dis, mais quelle France sommes-nous? Ils l'ont combattu, ils ont voulu l'assassiner. Et aujourd'hui, pour des raisons politiques, et pas un politique, est allé à la télévision et dit, mais c'est honteux. Votre récupération est scandaleuse. Je ne pouvais pas le dire. Et on comprend que ça soit frustrant. Dans ce livre... C'est pas frustrant, c'est exaspérant. Exaspérant. Dans ce livre, vous revenez également sur les relations que vous avez entretenues avec d'abord Nicolas Sarkozy, évidemment, puis ensuite avec François Hollande. Alors, entre l'hyper-président et le président normal, presque trop normal parfois, lequel choisissez-vous? Mais pourquoi voulez-vous choisir? Lequel avez-vous préféré en tant que Je n'ai président? pas à choisir. Ce sont, l'un après l'autre, étaient les présidents de la République. Donc, ils ont la légitimité. Deux tempéraments. Je ne juge pas leur politique. Deux tempéraments. Et je me suis humainement beaucoup mieux entendu avec François Hollande qu'avec Sarkozy. Parce qu'il y en a un qui comprend le jeu normal des institutions. Et quand je suis arrivé au Conseil constitutionnel, j'ai enlevé tous les portraits des présidents de la République. Et je n'ai plus mis les pieds, sauf à de très rares exceptions, dans les ministères. Parce que je voulais montrer l'indépendance du Conseil. Il faut que vous sachiez qu'une institution juridictionnelle, le Conseil constitutionnel, il n'est pas là pour rendre des services, comme ça a été le cas dans le passé. Il est là pour dire le droit. Rien que le droit, que ça plaise ou que ça ne plaise pas. Et donc, le tournant a été pris. Quand nous avons annulé les comptes de campagne de l'ancien président de la République, ça fait un drame. Mais pourquoi ça fait un drame? Parce que quelques années auparavant, l'un de mes prédécesseurs, ça s'est su longtemps après, elle était comme s'il ne voyait pas. Et moi, je considérais que j'avais à l'égard des politiques un devoir d'indifférence, voire d'ingratitude. C'est ça la justice. La démocratie, c'est 3 pouvoirs, on vous l'a appris à Sciences Po. Et il faut que le pouvoir de dire le droit soit totalement séparé du pouvoir de faire la loi ou d'exécuter la loi. Alors, les 20 et 27 novembre prochains aura lieu la primaire de la droite. Cette façon de désigner le candidat à la présidentielle est-elle en accord avec l'esprit de la Ve République qui vise à arracher le président de la République de l'emprise des partis? Toute
la volonté des constituants de 58 a été de faire que l'élection présidentielle soit une rencontre entre un homme et le peuple. Pour éviter qu'il y ait trop de candidats, il faut être parrainé aujourd'hui par 500 élus départementaux, régionaux, nationaux, représentant 30 départements. Mais c'est une rencontre entre le peuple et un homme. Et les constituants, vous l'avez dit, ont voulu arracher ça, cette désignation au parti politique. N'oublions pas que notre dernier président de la 4e République, René Coty, il a fallu 13 tours de scrutin pour qu'il devienne président de la République. On a éliminé tout le monde. N'oubliez pas que sous la 3e République, on a préféré Deschanel à Clémenceau, Deschanel qui était fou. On a empêché Jules Ferry de venir au pouvoir parce que le jeu des partis est de toujours désigner quelqu'un qui n'a pas de personnalité. Donc la 5e République a été dans cette volonté d'arracher au parti. Et qu'est-ce qu'on voit aujourd'hui? Avec la combinaison de deux phénomènes. Un, les primaires et les financements des coûts des campagnes électorales. Ces deux phénomènes, le coût des campagnes électorales est devenu astronomique. Si bien que si vous n'êtes pas adossé à des groupes financiers ou à des partis politiques, vous n'avez plus aucune chance. Et en plus, pour renforcer ça, on organise des primaires, c'est-à-dire que quelques mois avant l'élection présidentielle, les candidats du même bord vont se déchirer en public. On est fou. Regardez ce que ça donne aux États-Unis. Et encore, c'est pas la même chose, puisque ça désigne des grands électeurs. C'est un milliardaire qui s'oppose à une millionnaire. Attention. Je ne veux pas pour mon pays qu'on parte dans cette évolution. D'accord. Alors le 5 avril dernier, l'Assemblée nationale a adopté une proposition de loi qui remplace le principe strict d'égalité du temps de parole entre les candidats à la présidentielle par un principe d'équité tenant compte des résultats obtenus aux dernières élections, de la contribution de chaque candidat à l'animation des débats et des scores dans les sondages. Alors les petits candidats, entre guillemets, dénoncent une atteinte au pluralisme politique. Qu'en pensez-vous? Ce problème s'est posé quand j'étais président du Conseil constitutionnel et j'ai refusé le principe de l'équité. D'abord, se fonder sur les sondages. Les sondages, ça évolue. Et deuxièmement, à partir du moment où vous avez rempli les conditions pour être candidat à la présidence de la République, la Constitution dit que vous êtes à égalité. Bien. Qui va décider, en fin de compte? Parce que c'est l'équité, ça va vous dire à quoi? À faire passer 2 ou 3 candidats à 20h à la télé et les autres à 23h. C'est pas ça. C'est pas ça la République. La République fixe des conditions. Vous avez rempli ces conditions, et bien vous êtes dans la consultation électorale à égalité. Je pense qu'on fait fausse route. Et là encore, ça renforce les partis politiques. Alors malheureusement, on va manquer de temps, donc je voulais vous poser une dernière question. Pourquoi malheureusement? Parce que j'aurais aimé continuer cette Eh interview. bien continuons, on s'en fout. On continue alors. Bah oui. Très bien, prochaine question alors. La révision constitutionnelle de 2008, que vous avez approuvée, au moins pour ce qui est de la QPC, a contribué à desserrer quelque peu l'étreinte de l'exécutif sur le Parlement. Et cette évolution constitutionnelle qui va donc dans le sens d'une parlementarisation du régime, est-elle conforme, selon vous, est-elle fidèle à l'esprit initial de la Ve République qui avait mis en place c'est n'importe quoi. parlementarisme rationalisé? Elle a tué la Ve République. D'abord, on vous apprend à Sciences Po la 4e. Comment la 4e est morte? La 4e, elle est morte parce que un ministre qui était plus ministre, qui démissionnait de sa fonction de ministre, il retrouvait son siège de député. Il n'y avait aucun risque. Du coup, il n'y avait pas de stabilité gouvernementale. Il n'y avait pas de cohésion gouvernementale. La Ve République a été construite pour le fait de renforcer le pouvoir du gouvernement. Vous êtes ministre, vous voulez démissionner, vous pouvez. Mais si vous voulez revenir devant l'Assemblée nationale, il faut passer devant ses électeurs, ses électrices. Et ça, c'est une règle simple. C'est une règle de bon sens
et c'est une règle qui renforce l'exécutif. N'oubliez jamais que la durée moyenne des gouvernements sous la 4e République, c'était 7 mois. Si on ajoute toutes les périodes où la France était en crise ministérielle, ça fait sur 11 ans une année entière. Que Mendès France, Mendès France, 30 secondes, Mendès France, qui a été un grand personnage, n'a pu gouverner que 7 mois. La France n'avait plus de politique. Et on recommence à se mettre, on avait fait un diagnostic en 58, et c'est terrible, parce que on reprend les fautes commises sous la 4e République, et on voit bien, on a à nouveau une instabilité ministérielle, on voit à nouveau qu'il n'y a pas de cohérence gouvernementale. C'était une erreur fondamentale. L'erreur fondamentale, c'est aussi de faire en sorte que le projet de loi qui est examiné par l'Assemblée nationale, c'est pas le projet du gouvernement, c'est le projet de la Commission. Alors, qu'est-ce qu'on a maintenant? On a des lois qui font 150, 200 articles, 2 chiffres. Il y a 10 ans, le nombre de caractères pour traduire dans le journal officiel les lois de la République, il fallait 1 700 000 caractères. 10 ans plus tard, il faut 3 800 000 caractères. Vous avez des lois qui sont devenues inintelligibles. Parce qu'il n'y a plus d'organisation du temps parlementaire et du travail parlementaire. Et le débat s'engage non pas sur le projet cohérent du gouvernement qu'on peut amender, mais sur le projet amendé en commission dont on débat. Et je pourrais multiplier les exemples. Et par conséquent, on a abîmé cette 5e République. Et on voit aujourd'hui les conséquences. Mais ce n'est pas propre à Sarkozy. Le quinquennat, idée à la mode, qui avait été voulu par Pompidou, promis par Mitterrand dans ses 110 propositions, il ne l'a pas appliqué, souhaité par Jospin, candidat socialiste, Giscard, qui n'était plus président ou qui avait fini, et appliqué par Chirac, s'est rendu compte que c'était la plus bête des réformes. Car devant l'instabilité, devant ce monde difficile, pour gouverner, pour être l'État, il faut avoir du temps. Du temps pour faire des réformes, d'autant plus que nous sommes dans la tyrannie des médias. Chaque élection, municipale, départementale, régionale, européenne, qui ont lieu pendant ce laps de temps de 5 ans, à chaque fois, remettent en cause l'autorité du gouvernement. Erreur. Attention dans le domaine du droit constitutionnel aux idées à la mode. D'accord. Merci à vous, Jean-Louis Debré, d'avoir accepté de répondre à nos questions. Merci de nous avoir suivis. Nous nous retrouvons bientôt pour de nouvelles émissions sur Sciences Po TV.